D'abord, merci, Madame la juge, pour votre intervention. On aura peut-être l'occasion de discuter plus tard. Mon propos, en fait, pour essayer de mettre la table pour les échanges qu'il y aura plus tard dans la matinée, c'est d'abord introduire que, bon, vous savez évidemment que chaque année, il y a plusieurs milliers d'adolescents qui entrent dans le système de justice. Ça diminue de façon spectaculaire. On pourra en reparler. Donc, c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs quelques milliers. C'est rare qu'un chercheur met quelques milliers, mais là, on commence à savoir plus difficilement combien est-ce qu'il y en a. Et pour moi, l'analyse qu'on a à faire des trajectoires dans le système de justice pénale repose à la fois sur les caractéristiques de ces jeunes-là, qui ont donc leur trajectoire de vie et qui manifestent les comportements qu'ils manifestent. Mais ces trajectoires-là dépendent aussi des décisions humaines qui sont prises à leur sujet. Donc, c'est vraiment, je dirais, une combinaison, une interaction entre des histoires de vie, des comportements et puis des métiers, des professionnels qui, autour, donc, vont prendre des décisions. Donc, je vous mets ici que l'intérêt de la journée, c'est de réunir des policiers, des acteurs juridiques, des intervenants psychosociaux qui donc vont prendre des décisions qui vont être basées sur l'information qu'ils ont à leur disposition sur le jeune, mais aussi des éléments régionaux, j'aurai l'occasion d'en parler, des éléments de contexte qui ne dépendent pas comme des caractéristiques individuelles de ce jeune-là. Donc, l'adage est bien connu, la bonne mesure au bon jeune au bon moment. Il n'y a personne, je pense, qui peut être contre ça. Le défi, évidemment, c'est de le définir. Qu'est-ce que c'est que la bonne mesure, puis c'est qui le bon jeune, puis c'est quoi le bon moment, là? On ne peut pas être contre une phrase où il y a 3 fois le mot bon, mais c'est un vaste projet que d'arriver comme ça avec toujours, on pourrait dire, une opportunité qui est optimale. On arriverait toujours sous le bon angle au bon moment. Donc, mon propos va essayer de décrire surtout 2 grands types de réponses pénales. L'extrajudiciaire et puis le plus classique, là, les peines spécifiques, qu'elles soient dans la collectivité ou avec mes sous-gardes, même s'il n'y en a plus beaucoup. Je n'aborderai pas les peines applicables aux adultes, même si c'est un sujet extrêmement intéressant, mais pour l'instant, en fait, pour moi, je pense que ça dépasse le cadre, en tout cas, de mon exposé. Et donc, je vous mets ici quelques exemples. Évidemment, que ce que je veux dire par il y a des prises de décision humaines, un agent de la paix, vous le savez maintenant, donc peut traiter de manière judiciaire un comportement. Éventuellement, Kevin frappe Alex violemment sur la cour d'école, dans la cour d'école. Il y a des décisions humaines qui vont se prendre là tout de suite. S'il y a transmission du dossier, de nouveau, il y a des décisions humaines qui vont se prendre. Donc, d'abandonner les procédures, saisir le DP. Est-ce qu'on va y aller via une sanction extrajudiciaire? C'est fortement encouragé par la loi. Je ne vous l'apprendrai pas. Mais néanmoins, je vous donnerai tantôt quelques chiffres. Il peut arriver que même un primo-délinquant, excusez pour mon petit jargon franco-français, mais donc c'est le gars qu'on voit pour la première fois, là, un primo-délinquant, peut quand même se faire imposer une peine. Donc, c'est un peu ce que je vais essayer de comprendre. En fait, quel est le portrait actuel des jeunes orientés vers des sanctions, vers des peines en collectivité, vers des peines de placement ou de mise sous garde? Et qu'est-ce qu'on peut repérer comme évolution au fil des années? Donc, je vous mets ici un schéma très simplifié de l'application de la loi. C'est plus complexe que ça. Mais disons, Paul frappe éventuellement Alex dans la cour d'école, arrive un policier qui peut donc prendre des mesures extrajudiciaires ou intenter des procédures. Et donc, si la preuve est suffisante et que le dossier monte, si on peut dire, de nouveau, il y a une décision qui va se prendre. On peut aller en sanction extrajudiciaire. Et donc, là, je mets ici la question des résultats. En criminologie classique, évidemment, notre indicateur le plus classique, c'est la récidive officielle. Vous pourriez me dire, il y a bien d'autres choses que la récidive officielle, c'est la pointe de l'iceberg, il y a plein de limites. Mon travail, pour l'instant, essentiellement avec la récidive officielle. Donc, on peut se poser la question, après application d'une sanction extrajudiciaire, qu'est-ce qui se passe? Et puis, éventuellement, si on va au tribunal, encore là, je vais assez vite parce que je suis conscient qu'il m'adresse à un public de personnes avisées.
Il peut y avoir des peines en collectivité ou mises sous garde, même si ça se fait de moins en moins. Et de nouveau, enfin, sur le plan de la récidive, qu'est-ce que ça donne? Donc, qui sont les jeunes qui sont orientés vers ces différentes réponses pénales? Et puis, quand on suit, en criminaux, souvent, on appelle ça un temps d'observation, en fait, en recherche en général. Donc, c'est après qu'on ait terminé, fermé le dossier. Nous, dans notre recherche, on avait 18 mois. Donc, dans les 18 prochains mois, enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est une recherche qu'on a menée il y a maintenant plusieurs années. J'aurais souhaité vous faire une mise à jour, mais il est passé un virus par là depuis 2 ans et ça a limité beaucoup la possibilité de recueillir les données. Quand je serai en mesure de vous faire la mise à jour, plus 2021-2022, je le ferai. Malheureusement, il y a quelques analyses où je ne pourrais pas faire la mise à jour, mais sachez que l'intention de la faire est tout à fait là. Une fois qu'on en aura fini avec les lettres grecques, je ne sais pas vous, mais moi, après Omicron, je n'ai pas besoin d'apprendre l'alphabet plus que ça. C'est bon pour moi. Je m'arrête là. Donc, je vais passer assez rapidement, craignant de manquer de temps, mais la recherche dont je vous parle, dont je continue en fait à exploiter les données, c'est qu'à l'époque, il y avait eu une action concertée entre les fonds de recherche, le ministère, l'ensemble des OJA, des milieux policiers aussi. On avait constitué en fait une cohorte. Une cohorte, ce n'est pas un échantillon, c'est parce qu'on pense qu'on a tous les jeunes qui étaient passés donc, sur une période de 6 ans dans le système de justice. Ça réunissait 43 000 jeunes. Donc, ce que vous voyez en jaune, c'est parce que ça, c'est un échantillon dont je vais vous parler. Ces 43 000 jeunes-là avaient été officiellement tenus responsables ou reconnus coupables d'à peu près 180 000 infractions. Pour chacun, on a au moins une période d'observation de 18 mois, c'est-à-dire une fois que c'est fermé, on suit pendant encore au moins 18 mois. Et s'il y a des antécédents, quand on a un jeune, on recule en arrière et puis on essaie de voir d'avoir toutes les données disponibles. On avait aussi des décisions policières qui avaient été saisies dans la déclaration uniforme du 2. C'est mon collègue Rémi qui va en parler cet après-midi, donc je n'aborderai pas ce sujet. Et on avait fait plusieurs entretiens. Et donc, si j'ai le temps, malgré que là, je commence à douter, je pense que j'en aurai pas beaucoup de temps pour en parler, mais on avait interrogé aussi des parents et des jeunes eux-mêmes. Et donc, les questions étaient les suivantes. Comment se prennent les décisions vraiment sur le terrain d'utiliser des mesures extrajudiciaires? Donc, je vais faire de nouveau à mon collègue Rémi pour cet après-midi. Quel est le portrait des jeunes selon qu'on est au niveau des mesures, des sanctions, des peines, des mises sous garde? Quel est le profil de ces différents groupes d'adolescents? Quelle trajectoire ils ont suivi dans les services de justice pénale? Quelle trajectoire ils ont suivi aussi dans les services de protection de la jeunesse? Donc, ce qui ouvre la question des doubles lois ou doubles prises en charge, PJ, LJPA. Même s'il y a peu maintenant de peines spécifiques appliquées pour des primo-délinquants, il y en a. Vous devinez déjà que la majorité des jeunes sont, dans le fond, plutôt au départ soumis à une sanction extrajudiciaire. Maintenant, comment on peut comprendre la décision d'y aller avec une peine dès le premier délit? Qu'est-ce qu'il y en est de la récidive? Je ne sais pas si vous avez déjà lu des chiffres sur des statistiques québécoises autour des taux de récidive officiels, mais qu'à l'époque, nous, on avait l'impression qu'on sortait une primeur. Il n'y avait pas beaucoup de données, en fait, sur la récidive officielle. Comment les acteurs réagissent lorsqu'il y a récidive? On devine que la réponse va être différente, en simple raison qu'il y a ce phénomène de répétition ou de réitération. Comment se passe la gestion des conditions et des manquements aux conditions sur le territoire? Est-ce que c'est uniforme? Bon, vous devenez poser la question, c'est répondre. C'est loin d'être uniforme. Comment comprendre ça? Et des perceptions plus qualitatives sur le parcours des jeunes. Donc, ici, notamment, les parents. Donc, la question 1 et la question 7, je pense que je n'aurai pas le temps de les aborder. Je vais essayer de vous donner quand même un bon aperçu des autres questions que je viens de poser. Donc, portrait général jusqu'en 2012. Là, peut-être il y en a qui sont déçus, vous allez me dire, c'est des vieilles données, mais comme je répète, il y a un COVID qui est passé par là, mais j'ai quand même enfin, je vous présente ça dans 2 secondes. On a bien assisté au départ, voyez-vous, à déjà une chute du nombre de nouveaux cas.
Dans notre recherche, on avait la possibilité, parce qu'on avait les noms des jeunes, de faire la distinction entre une demande de service puis un jeune, si je suis clair. Parce qu'à l'époque, les bilans de la DPJ et des DP parlaient de 14 à 15 000 demandes de service. Maintenant, on ne savait pas si c'était 14 ou 15 000 jeunes. Comme nous, pendant un instant, en fait, je dirais, ceux qui seraient inquiets, là, les juristes, ils ont eu les noms. On n'a pas, en fait, on a eu l'autorisation d'avoir les noms juste pour créer des codes, puis après, donc, on a éliminé la liste. Mais bref, vous comprendrez, on était en mesure de savoir que dans ces 14 ou 15 000 demandes, il y avait combien de jeunes comme tel. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a trouvé qu'il y avait à peu près un ratio de 40 à l'époque sur les 14-15 000 demandes, puis ça a beaucoup chuté depuis. Ça représentait plus ou moins 6 000 nouveaux jeunes. Mais que ça chutait, donc quelques années plus tard, on était rendu à 3 800 nouveaux jeunes par année. Et donc, vous devinez que je vous donne les chiffres dans quelques instants, mais aujourd'hui, ça a encore baissé par rapport à ça, ce qui est à la limite une bonne nouvelle. On avait à peu près 20 de garçons, excusez-moi, 80 de garçons, 20 de filles, ce qui était aussi plus élevé que, enfin, moi, ce que j'avais lu sur les bancs d'école quand j'avais suivi mes cours. On disait toujours que la délinquance des jeunes femmes, des filles, était relativement rare. 80-20, ça me semble être un ratio bon, qui est plus représentatif de la réalité où c'est pas si rare que ça, en fait, qu'on trouve enfin, 20 des filles qui soient en contact avec le système de justice pénale. Il y avait un vieillissement. Donc, vous avez ici l'âge moyen au premier délit officiel. Donc, montait graduellement. En 2010-2012, on était rendu à 15 ans. Donc, les jeunes arrivaient dans le système plus vieux. Et la majorité des infractions, au départ, c'était des infractions contre la propriété. Mais j'attire votre attention sur le fait que 20 de l'ensemble de ces 180 000 infractions étaient des manquements à des conditions, avec de très fortes variations régionales. Donc, on peut penser des pratiques différentes sur le territoire en fonction des régions où l'on est. Donc, mise à jour 2013-2021, je me suis replié plutôt sur les bilans annuels des DPJ-DP. Mais là, les statistiques ne sont pas présentées de la même manière, c'est-à-dire qu'ici, on travaille avec des demandes de services. Et donc, je reviens sur ce que je disais, on n'est pas certain que toutes ces demandes de services-là concernent tous des... En fait, on est certain, en fait, que ce n'est pas tous des jeunes différents. Mais si on se replie sur les demandes de services, ça a rediminué de nouveau et quasi de moitié, comme vous le remarquerez, de 13 000 à 7 000. Et si le ratio qu'on a trouvé à l'époque tient toujours, ce qui est une hypothèse, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas les données pour l'appuyer, mais si le ratio de 40 tient toujours, ce qu'on avait observé en 2012, ben 40 de ce demande de service-là, bref, je ne veux pas vous bombarder toutes sortes de chiffres, mais il y aurait plus que 3 à 4 000 nouveaux jeunes par année qui entrent dans le système de justice. Et donc, si on fait un bilan sur 10-15 ans, c'est une chute de 50 la proportion des filles l'année dernière était toujours restée autour de 20. Donc, de nouveau, ici, je dirais c'est assez stable. Pour ce qui est de l'âge moyen au premier délai officiel, dans les bilans de la DPJ, c'est impossible à calculer parce qu'on met tout le monde ensemble. Donc, on n'a pas les primo-délinquants versus... C'est tout mélangé. Mais on sait maintenant que l'âge moyen, quand il y a une demande de service, donc des jeunes qui sont desservis, est quelque part entre 16 ans et demi puis 17 ans. Donc, il y a un vieillissement, des choses que vous savez peut-être. Souvent, les gens ont interprété la chute de la délinquance juvénile par un vieillissement de la population. Or, quand on regarde les bilans des directeurs de la protection de la jeunesse, ça ne semble pas être une piste. À chaque année, les bilans nous donnent le nombre de jeunes Québécois de 0 à 17 ans, 11 mois sur le territoire. On n'a peut-être pas les statistiques spécifiquement pour les ados, mais pour l'instant, en fait, il n'y a pas une chute de 50 du nombre d'adolescents sur le territoire. Donc, ce n'est pas démographique, si je suis clair. L'explication de ça, ce n'est pas que la population vieillit. Il se passe autre chose. Donc, qu'il faut essayer donc, de comprendre.
Dans les caractéristiques aussi générales des auteurs d'infractions, on peut dire que la majorité a des services LPJ, protection de la jeunesse, en amont ou en aval, et le chiffre est assez élevé, en fait, c'est 57 ou au moins une demande de service. Hein. Donc, en LPJ, généralement, c'est un signalement, qu'il soit retenu ou pas. Pour troubles du comportement et négligence, maintenant, dans 40 des cas, le signalement a été retenu et dans 20 il y a eu mesure de placement extrafamilial. Ceux qui connaissent un peu les statistiques en protection de la jeunesse, enfin, c'est un taux qui est élevé. Donc, on a affaire à une population aussi, un groupe de jeunes, où il y a eu beaucoup de signalements pour troubles du comportement, négligence, avec rétention du signalement et un nombre considérable donc, de placements extrafamiliales. Ici, on compare ceux qui sont connus des deux lois, enfin, ça se dit mal, mais qui ont été exposés aux deux systèmes. Ce qu'on constate, c'est que ce qu'on appelle en anglais des crossover youth, c'est-à-dire des jeunes qui croisent les deux systèmes, arrivent dans le système de justice pénale plus jeune et plus souvent avec une infraction contre la personne, voie de fait, par exemple, alors que le chemin classique en criminologie, c'est d'entrer dans le système de justice avec un vol. Ici, non. On entre plutôt avec un truc sexuel ou une agression physique, donc pour ces jeunes-là. Et donc, il y a plus de délits officiels, un plus grand nombre de délits officiels quand on compare. Donc, vous devinez, ça questionne la récidive. Il y a plus de manquements. Ils vont être dans le système pendant plus longtemps, donc une durée d'activité délinquante qui est plus longue et à une fréquence plus élevée. Donc, ça, c'est du jargon un peu qui vient de la criminologie, là, la durée et la fréquence, mais vous devinez qu'ils sont dans le système plus longtemps et on les revoit plus souvent. Donc, entre deux délits, en fait, et on les revoit 2-3 fois durant l'année, d'une certaine façon. Donc, on a des jeunes, il y a une population particulière ici, je ne suis pas le premier à le dire, des jeunes qui sont suivis en vertu des deux lois. Je pense que dans la journée, si on a l'occasion d'en parler, il va être question de concertation, de collaboration, il est question de la commission Laurent. Donc, la transition LPJ et LGPA est un sujet, à mon humble avis, en tout cas en soi. Dans les trajectoires de délinquance officielle, nous, ce qu'on avait trouvé à l'époque avec nos 43 000 jeunes, c'est des analyses statistiques dont je vous épargne les détails pour l'instant. S'il y a des chercheurs qui veulent que j'explique comment on a procédé, je pourrais le faire. Mais pour l'instant, je vais me contenter de présenter les résultats. On avait trouvé dans un premier temps qu'il y avait 60 de notre cohorte de 43 000 jeunes qu'on ne verrait qu'une fois. Donc, on a qualifié ça d'une délinquance ponctuelle. Si vous voulez, un visiteur occasionnel, on le voit une fois, on ne le reverra plus. Et si on se donne une période d'observation de 18 mois après, il ne revient pas non plus donc, dans le système. Donc, on a qualifié ça d'isolement isolé. Ça devait 60 Donc, ceux qui me suivent et qui aiment bien les chiffres, vous devinez qu'en même temps, là, je suis en train de vous dévoiler le taux de récidive. Donc, ce qui manque, le taux de récidive, en fait, dans notre cohorte, nous, à l'époque, est autour de 40 sur une période de 18 mois au Québec. Cet échantillon, cette sous-cohorte était caractérisée par une plus grande proportion de filles. Mais ce n'était pas que des filles, mais il y avait un peu plus de filles. On a ensuite observé ce qu'on a, nous, on a appelé une trajectoire qui était brève mais intense, c'est-à-dire qu'il y avait de la récidive, mais je vais vous mettre tout de suite la courbe, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il entre dans le système à 15-16 ans, puis après ça, il prend la délinquance au sérieux. Là. Il nous envoie comme 5-6 délits sur un an, boum, boum, boum. Mais éventuellement, il sort du système. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Deux hypothèses. L'hypothèse optimiste, c'est qu'on a réussi à sortir de la délinquance. L'hypothèse plus cynique ou pessimiste, c'est qu'il a mieux appris à camoufler sa délinquance. Moi, j'aime mieux adopter pour l'instant la plus optimiste. Et donc, il y a un 15 de jeunes qui ont pris donc, ce qu'on appelait à l'époque, je pense, dans les travaux de Marc Leblanc, il y avait la délinquance distinctive. Bon, donc ici, on serait plutôt dans une délinquance temporaire de l'adolescence qui est documentée depuis bien longtemps. L'intérêt, c'était peut-être de voir, il représente combien. Pour nous, à peu près, c'est grosso modo 15 .
On a repéré ensuite une trajectoire précoce et persistante. Je vous mets tout de suite la courbe, elle a l'air de ça. Donc, des jeunes qui entrent jeunes dans le système, qui restent dans le système et qui donc commettent des délits polymorphes. Hein, donc, ici, contre les personnes, contre les biens, relatifs aux drogues, parfois même, je dirais, avec arme à feu. Donc, je donne un exemple d'un jeune typique. 9 délits officiels en 36 mois, avec souvent des placements LPJ en amont. Donc, on les a qualifiés de précoces et persistants. Visuellement, ça aurait l'air de ça. Et c'est 15%. Donc, on entend souvent les professionnels nous dire qu'ils sont très inquiets. Il y a maintenant des jeunes avec des problématiques de santé mentale plus abîmés qu'avant, qui nous inquiètent beaucoup plus qu'avant. Ceux-là en font certainement partie. Des jeunes donc avec des antécédents PJ qui sont dans des trajectoires précoces et persistantes. Et on a identifié une trajectoire qu'on a qualifiée d'interminante et bénigne. Ici, je vous mets la courbe pour que ce soit plus clair. C'est des jeunes qui vont récidiver, mais qui sont habituellement dans des infractions relativement mineures, donc relatives aux drogues. Bon, voie de fait, ce n'est pas si mineur, mais bon, ça dépend aussi. Là, des fois, se battre dans la cour d'école, ça peut être ça. Des vols de moins de 1 000 $. Donc, si vous voulez, pour avoir une métaphore encore qui parle un peu, c'est des jeunes qui font du trouble, mais qui ne sont pas aussi inquiétants, disons, que l'autre groupe. Et ici, on aurait plutôt 10%. D'accord? On pourra reparler de tout ça si vous voulez. C'est évidemment des trajectoires qui sont uniquement basées sur des données LSJPA ici. Maintenant, si on ajoute des données LPJ, là, j'espère que je ne vous perdrai pas, mais c'est compliqué. Quand on dit les jeunes ont reçu des services en LPJ ou en LSJPA, il y a toutes sortes de possibilités. Si vous remarquez ici la première, on peut avoir entamé un suivi LPJ, puis ensuite un suivi LSJPA avec un chevauchement entre les deux. Donc, il y a ici vraiment une double prise en charge, pour vrai. Ou l'inverse. Ça a commencé avec une infraction, puis on a ouvert un dossier LPJ. Et donc là, il y a vraiment un chevauchement. Vous pouvez avoir un suivi LPJ dans lequel on a une courte prise en charge pénale. Imaginez une jeune fille qui est placée en centre de réadaptation qui fait une menace de mort à une éducatrice. Donc, à l'intérieur d'un suivi ou d'un placement PJ, il va y avoir 1 mois ou 2 où il va y avoir une deuxième loi qui va être mise en application. Donc, on a appelé ça ici, une inclusion d'un suivi LPJ à l'intérieur de la LPJ, un suivi pénal à l'intérieur de la LPJ. Et il peut y avoir ce qu'on a appelé plutôt une succession, c'est-à-dire qu'on a ouvert un dossier PJ puis on l'a fermé. Et puis 1 an après, quelqu'un revient avec une infraction. Ou l'inverse. Donc, tout ça est assez, pour nous en tout cas, intéressant à démêler parce que souvent on dit que c'est des jeunes en double loi, d'accord, mais attendez, là, il y a plusieurs options là-dedans. Donc, pour simplifier le modèle, on a réduit à 4 parce que si vous remarquez bien ici, si je remonte, il y aurait 6 possibilités à chaque fois. On a réduit à 4 pour rendre le modèle plus clair il y a 2 ans. Et puis donc, ce qu'on trouve, c'est que la majorité de ces doubles lois, en fait, c'est une entrée PJ avec un chevauchement LSJPA. C'est des garçons, souvent placés, qui ont une délinquance précoce puis qui récidivent. Donc, c'est un groupe plutôt préoccupant. Donc, vous comprenez, chevauchement, il y a vraiment une double prise en charge. Le deuxième trajectoire qu'on identifie, c'est qu'il y a une entrée PJ puis un épisode LSJPA. Donc, autrement dit, l'épisode LSJPA, c'est sans doute une sanction extrajudiciaire. C'est mis en application puis c'est terminé sur un suivi PJ plus long. Ici, on a plus de filles avec donc des prises en charge, des applications de mesures en négligence et une faible récidive. Donc, c'est sans doute, elles font partie de la délinquance ponctuelle des filles qu'on va voir une fois, qui vont être judiciarisées une fois à l'intérieur d'un suivi en protection de la jeunesse. On a ensuite, à 20%, un dossier PJ qui est ouvert puis fermé. Le temps passe et on le retrouve avec une infraction. Alors ici, c'est plutôt mixte.
Et ce qu'on constate d'une certaine manière, c'est qu'au niveau de la gravité des infractions, il y a rarement des infractions graves. C'est souvent des infractions contre les personnes. Dans ce cas-ci, donc, ça défait peut-être un petit peu le modèle que moi je m'étais construit au départ. On a souvent un modèle maltraitance qui mène à la violence. Ici, ce n'est pas tellement maltraitance qui mène à la violence. C'est un dossier en négligence qui est fermé, qui mène plutôt vers des vols ou des méfaits. Donc, vous voyez, la gravité des délits reste relativement faible. Et puis, on a les jeunes qui entrent par LSJPA, qui est un groupe, là, nous, qui nous préoccupait pas mal. Ils arrivent dans le système à 16 ans. Souvent, en fait, rapidement, il y a des peines qui sont appliquées en collectivité ou de mise sous garde. Et après, on ouvre aussi un signalement, on fait un signalement en protection de la jeunesse pour troubles du comportement, sous-alinéa sur la toxicomanie puis fréquentation problématique, puis le jeune se retrouve placé ou en probation. Donc, les trajectoires 1 et 4, si vous voulez, pour nous, en fait, si c'est toujours avéré aujourd'hui, sont les plus préoccupantes dans un portrait général, donc de cohabitation, si vous voulez, des deux lois. Donc, voyant le temps, je vais peut-être gruger un petit 5 minutes, donc je vous amènerai jusqu'à E40, à E20 plutôt. Et puis, donc, j'aurai le temps de présenter peut-être 2 autres questions, puis je m'arrêterai là après parce que ça ne donne rien de vous bombarder non plus d'informations. Donc, comment le système répond? Donc, vous apprendrez rien peut-être en disant que la grande majorité des réponses à une première infraction, c'est une sanction extrajudiciaire. Donc, dans notre échantillon de 2005-2012, il y avait 60% des jeunes, en fait, qui n'avaient eu que des sanctions. Certains avaient quand même cumulé jusqu'à 10 sanctions. Là, ça, pour moi, c'est étonnant. Là. Je ne sais pas comment. Le même jeune peut cumuler 10 sanctions. Là, il me semble qu'il faudrait se rappeler d'Einstein là, qui disait que la vraie folie, c'est de répéter la même chose puis de penser que ça va donner un résultat différent. Là. Mais bon, c'est un autre sujet. On avait donc 25% de jeunes qui avaient reçu seulement des peines spécifiques à l'époque, puis on avait 15% des jeunes qui avaient été donc avec des peines et avec des sanctions. Ce n'est pas un hasard qu'ici vous retrouviez 60-40, donc les ponctuels, puis ceux qui ont en fait des récidives dans leur trajectoire. Les placements étaient déjà en 2012 très rares. Donc, Madame la juge en parlait, l'objectif d'éviter autant que possible la détention. À l'époque, c'était 6 mois. C'était court. C'était à l'époque, en moyenne, en tout cas, 4 mois suivis d'une période de surveillance de 2 mois. C'était de plus en plus court, d'année en année. Et quand on va voir maintenant les bilans de la DPJ 2013-2021, encore là, je vous dirais, j'essaie de vous donner des données plus récentes, mais on n'a pas la même méthodologie. Je vous rappelle, c'est des nombres de demandes de services, ce n'est pas des nombres de jeunes. Donc, c'est très imparfait, mais quand même, si on utilise comme diviseur, comme dénominateur, le nombre de demandes de services, c'est le chiffre dont je vous parlais tantôt, là, qui est passé de 13 000 à 7 000, puis qu'on regarde le nombre de peines dans la collectivité et de peines de mise sous garde, les deux chutent. Semble avoir chuté, en tout cas. Je vais être prudent là, compte tenu de la qualité des chiffres. Mais donc, au niveau des peines en collectivité, ça aurait chuté. Et pour la mise sous garde, écoutez, on serait rendu à 2%. Donc, ceux qui lisent régulièrement les bilans de la DPJ, le DP, vous savez, à chaque année, on nous dit qu'il y a eu 250, 322, 340 jeunes mis sous garde, dont 9 filles. Il y a pratiquement plus de mise sous garde de jeunes filles. Donc, ce qu'on constate, c'est que les filles sont plus souvent soumises à une sanction extrajudiciaire comme première mesure, même quand on tient compte des délits. Donc, je ne sais pas si c'est l'occasion ici de parler d'un biais genré ou pas, mais à délit égal, vol de vélo, voie de fait,
Les jeunes filles ont plus souvent, en fait, font plus souvent l'objet d'une sanction extrajudiciaire, alors que les garçons sont plus souvent donc exposés à des peines de probation, des travaux ou même des fois des ordonnances. Je suis toujours autour de la première infraction officielle. Hein? Je vais terminer ma présentation en vous parlant de ce qui se passe quand il y a de la récidive, mais je suis toujours au niveau de la première infraction officielle. Et donc, ce qu'on constate, c'est que peu importe la catégorie de délit, là, je veux dire ici que ce soit contre les personnes, contre les biens relatifs aux drogues, à peu près toujours la première mesure, la première réponse est une sanction extrajudiciaire. Donc, le principe, je dirais, de la déjudiciarisation, déjà dans ces années-là, avait l'air d'être tout à fait respecté. Maintenant, comment expliquer qu'il y a quand même, comme je vous le disais, des jeunes sont fait la soustraction. En fait, s'il y a 74 des jeunes qui sont soumis à une sanction, ça veut dire qu'il y en a 26 qui ne sont pas soumis à une sanction. Hein, c'est assez logique. Et donc ici, ce n'est pas tellement la catégorie d'infraction qui compte que la gravité, donc sans grande surprise d'ailleurs, qui va faire en sorte qu'un primo-délinquant peut néanmoins être soumis à une sanction ou à, excusez-moi, une probation, mis sous garde ou autre chose. Et donc, les dites sanctions, là ici, je tends une perche aux collègues des OJA. Je ne sais pas si ça a changé depuis les dernières années, mais à l'époque, c'était surtout des mesures de réparation envers la communauté, suivies de programmes d'habilité sociale ou de toute autre forme de formation. Il y avait la mesure de réparation envers les victimes qui était souhaitée, mais comme vous voyez, qui venait en troisième. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que nous, dans notre cohorte, on avait 20 000 jeunes qui avaient reçu seulement une SEJ, dans le sens, parmi ceux-là, en fait, quand on répond avec une sanction, le taux de récidive officielle après n'était que de 18 %. Donc, est-ce que les sanctions fonctionnent? En fait, ont l'air de plutôt bien fonctionner pour les primo-délinquants. Maintenant, ceux qui sont habitués, là, les collègues chercheurs qui se disent oui, mais attention, c'est parce que là, les jeunes en sanction, c'est peut-être pas les jeunes les plus à risque. Donc là, je ne suis pas en train d'avancer que la sanction est plus efficace que les autres réponses, mais que la sanction pour ce public-là, en fait, fonctionne relativement bien. Dans 4 cas sur 5, on ne les reverra pas dans les 18 mois, en tout cas, qui vont suivre. Par contre, il y a énormément de variétés d'une région à l'autre. Donc, ça aussi, je laisserai ça à votre bon jugement si vous voulez en parler. En tout cas, jusqu'en 2012, c'était du simple au double. Le recours aux sanctions variait vraiment beaucoup d'une région géographique à une autre. Alors, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est est-ce qu'il y avait d'autres choses que le type d'infraction qui pouvait donc mener à la décision d'imposer une peine spécifique pour un primo-délinquant? Donc, je suis toujours au niveau des premières infractions. On avait testé les différentes hypothèses ici. Donc, c'est certain que le type d'infraction va jouer. Maintenant, je vous fais un quiz peut-être en fin de présentation. Si vous auriez à ajouter d'autres éléments qui jouent dans la décision, peut-être d'une manière inconsciente, je vous dirais, mais qui jouent dans la décision d'imposer une peine, est-ce que vous avanceriez sur certains éléments? Je dis bien ici que c'est comme toute chose égale par ailleurs. Hein? C'est-à-dire que c'est vol de vélo, voie de fait, voie de fait. On ne tient pas compte du type d'infraction. Et ce qu'on trouve, c'est que, toute chose égale par ailleurs, un garçon a plus de chances, en fait, de recevoir une peine. S'il est identifié à une minorité ethnoculturelle, il y a plus de chances d'avoir une peine. Et s'il y a des antécédents de PJ, il y a plus de chances d'avoir une peine. S'il est plus vieux aussi, mais là, j'ai identifié les 3 premiers. Selon les régions, il peut avoir plus de chances d'être exposé à une peine. Selon son niveau socio-économique aussi. Donc, si vous habitez Ville-Saint-Michel, pour ceux qui connaissent Montréal, vous avez peut-être plus de chances, toutes choses égales par ailleurs, d'être exposé à une peine que si vous habitez Ville-Saint-Laurent. Et donc, on s'aperçoit que malgré, je dirais, le bon rodage du système, il y a des trucs, qualifions ça d'imprévus en tout cas. Je ne sais pas si nos collègues juristes pourront me dire que ça c'était prévu dans la loi, mais je ne penserais pas, qui donc vont jouer sur la décision d'imposer une peine spécifique. Et pour, mon Dieu, je passe mon temps.
rapidement, c'est ma dernière diapo, je pense, parce qu'après, je vais devoir conclure. Récidive, taux de 40% sur les 18 prochains mois. La plupart du temps, la récidive officielle, nous, on l'a observé à l'époque, c'était dans les 11 prochains mois, plus que dans les 18. Là, la majorité, c'est dans l'année, en fait, qui vont récidiver. Le risque est plus élevé pour les garçons qui sont entrés jeunes dans le système, ce n'est pas une grande surprise, qui ont été auteurs d'une infraction contre les biens la première fois, qui viennent de milieux plus pauvres. S'il y en a qui se demandent comment on a fait pour avoir les milieux socio-économiques, c'est avec les codes postaux. En fait, si vous voulez avoir des réponses méthodologiques, je pourrais vous dire comment est-ce qu'on fait ça. Là. Ce sont des codes de l'adresse, qui ont des antécédents de protection de la jeunesse. Donc, vous voyez, il y a des choses qui commencent à revenir peut-être sous votre œil, des éléments de précocité, de défavorisation socio-économique, d'antécédents de contact avec le système de justice, de protection de la jeunesse. Et donc, pour qui la première réponse pénale n'était pas une sanction. Donc, ils faisaient déjà partie, je vous dirais, du petit groupe qui sont arrivés pour la première fois dans le système. Et en partant, on n'a pas forcément envisagé une sanction pour eux. Donc, on n'a pas les menus détails, mais on peut penser en fait que c'était au niveau donc, de la gravité du délit. Il y avait déjà quelque chose qui se passait. Donc, un crime contre les biens, mais plus grave, avec donc de la précocité. Donc, ce sont les jeunes qui sont nos récidivistes. Et à ce moment-là, sans grande surprise, et là, c'est vrai ensuite que je m'arrête, ce qu'on constate, et là, peut-être que les juristes ne sont pas surpris, d'abord, le recours à la sanction diminue. On commence à utiliser beaucoup plus les peines. Ça peut monter jusqu'à 32% de recours, enfin, à l'époque, de recours à des mises sous garde dans certaines régions pour les garçons. Mais ce que je voulais surtout souligner, c'est que nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'à partir du troisième délit officiel, la gravité ne joue plus tant que ça. Comment on est arrivé à ce résultat-là, voyez-vous, c'est qu'on a un indice en statistique qui chiffre avec des points la gravité. Vous devinez qu'un homicide, c'est 9000, et puis que les plus faibles, c'est des 10 points à peu près. Et donc, je vous épargne encore les détails méthodologiques, mais c'est pour vous dire que l'indice de gravité moyen pour faire l'objet de mise sous garde la première fois était donc de 238, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose, là, alors qu'à la quatrième infraction, l'indice est passé plutôt à 98. Je vous dis ça en français maintenant, là je vais enlever le jargon. Ça veut dire que désormais, la récidive a son propre effet sur le sentencing. À ta troisième ou quatrième infraction, c'est plus nécessaire de commettre quelque chose d'aussi grave qu'à la première infraction, ce qui est sans doute l'application d'un des principes d'ailleurs de la loi aussi. Là. Il y a un effet de réitération ou de répétition. Alors ça, je vous épargne ça sur la gestion des manquements. Vous aurez le PowerPoint, les parents aussi, pour vous dire, donc, moi, ce que je vous propose comme mise en bouche là, pour la matinée, c'est que pour l'instant, vos échanges vont porter dans mon petit graphique ici sur les flèches. J'essaie de vous faire un portrait des jeunes qui sont dans le système, de leur trajectoire, qui on retrouve en sanction, qui on retrouve en peine, etc. Maintenant, tout ceci dépend des échanges que vous avez entre vous, des collaborations que vous avez entre partenaires. Donc, je terminerai avec une conclusion très rapide et visuelle. Maintenant, discutons des flèches. Qu'est-ce qui fait donc que du début à la fin d'une trajectoire, au niveau des décisions qui se prennent autour d'un jeune, certains vont plutôt prendre cette direction-là et d'autres une autre direction. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention.